l'utilisation qu'on connaît tous en tant qu'interne des début de nos études, c'est pour antagoniser une dépression respiratoire qui serait liée à un surdosage par opiacés. Ça, vous le savez tous, en titre, dans une ampoule de Narcan, en France, il y a 400 microgrammes. On nous a appris de tirer ça dans une seringue de 10 millilitres et puis on injecte 2 millilitres par 2 millilitres. Et une fois qu'on a réversé la dépression respiratoire, il faut continuer à perfuser le Narcan parce que la demi-vie est très courte. Le temps d'action, c'est de l'ordre de 1 heure et demie. Donc, c'est pour cette raison-là, notamment quand on a affaire à des molécules à libération prolongée, qu'il faut prolonger la perfusion et il est recommandé de perfuser 50 à 100% de la dose qui était initialement nécessaire pour lever la dépression respiratoire par heure. J'ai oublié de par heure. Évidemment, si un patient est sous-opiacé pour un problème douloureux, on va y aller beaucoup plus doucement, on va titrer très très doucement. Et d'ailleurs, dans cet article, ils disent très, très fortement qu'il faut se contenter d'avoir une fréquence respiratoire correcte, peu importe le niveau de conscience. On n'a pas besoin d'avoir un patient réveillé complètement debout dans son lit pour être efficace. Là où on nous a appris, moi j'avais appris ça à un moment donné, on nous disait que la buprenorphine n'était pas réversible par le Narcan. Alors là, dans cet article, ils disent très clairement, si, ça marche, mais à condition d'utiliser des posologies beaucoup plus importantes. Et le protocole qu'ils proposent, c'est quand vous avez un patient en surdosage, il paraît que c'est très rare, hein. Il faut vraiment, pour se mettre en surdosage avec de la buprenorphine, il faut se lever tôt. Mais en tout cas, si ça arrive, eux ils proposent de balancer 2 mg en 90 secondes. Je vous rappelle que nos ampoules, c'est 0,4 mg, donc ça fait 5 ampoules en 1 minute, et puis de prévoir 4 mg par heure. Mais à condition de mettre la dose, apparemment, on peut réverser une dépression respiratoire sous Temgesic Subutex. Alors, à quoi ça sert encore ces molécules antagonistes, notamment la naltrexone. La naltrexone est vendue en France aussi pour prévenir les rechutes dans l'addiction aux opiacés et à l'alcool. Ils disent que 100 mg de naltrexone, quand on les prend à un moment donné, ça neutralise une injection d'héroïne de 25 mg à 96% durant les premiers 24 heures. Donc si je prends de la naltrexone défluent, je me fais un shoot derrière, je ne vais rien sentir. 96% pendant 24 heures, et au bout de 72 heures, toujours encore 46% des gens sont protégés, ils ne sentent pas l'effet de l'héroïne. Et c'est la raison pour laquelle ces antagonistes, au moins aux États-Unis, existent aussi en formulation IM à libération prolongée, ou aussi comme implant en sous-cutané pour neutraliser des éventuelles injections de quelqu'un qui pourrait rechuter une addiction opiacée. Après, on utilise ces molécules aussi en les combinant avec des opiacés pour éviter des abus. C'est comme ça qu'on a vu aussi arriver en France la Suboxone, c'est de la buprenorphine en comprimé associée à de la naloxone en comprimé. Quand on avale le comprimé, la naloxone,
on a vu tout à l'heure, biodisponibilité 6%, donc cette naloxone ne fait rien du tout, parce que désactivée lors du passage hépatique. Si par contre vous avez la mauvaise idée de dissoudre votre comprimé et de l'injecter, cette naloxone va développer sa pleine efficacité et contrecarrer l'effet de la buprenorphine injectable. C'est ça le but. Et apparemment, aux États-Unis, il y a de la morphine, même si j'ai bien compris en Angleterre, il y a aussi de la morphine plus de la naltrexone, il y a aussi de l'oxycodone plus naltrexone, et puis il y a une autre molécule dont on a beaucoup parlé à un moment donné en France, et finalement n'est jamais arrivé, c'est le Targinac. C'est une combinaison d'oxycodone et de naloxone. Alors j'ai appris en lisant ça que cette molécule n'était pas du tout développée pour diminuer la constipation chez nos patients, mais c'était vraiment une des nombreuses molécules qui sont faites pour donner aux gens qui sont en substitution. Et en passant, on a constaté que, on était beaucoup moins constipés sous cette molécule, et donc on a essayé de le commercialiser dans ce but-là aussi. Et donc toujours il y a surtout la naloxone qui peut être utilisée dans ce but-là. Cette naloxone, elle est désactivée lors du premier passage hépatique. Elle va par contre, avant d'être désactivée, elle va rencontrer les récepteurs MU qui sont dans les intestins, puisque vous savez qu'on en a, qui interviennent pas dans la douleur, mais qui interviennent justement dans la diminution du péristaltisme intestinal. Donc cette naloxone, avant d'être désactivée, elle va pouvoir saturer les récepteurs intestinaux. Après, ça va passer dans le foie, ça va être désactivé, et donc ne pas être véhiculé jusqu'aux récepteurs MU qui interviennent dans la douleur et qui sont, comme vous le savez, qui se trouvent au niveau de la moelle et au niveau du cerveau. Voilà le principe de ces molécules. Alors de là, on a réfléchi, on s'est dit, mais ce serait quand même trop bien si on avait un antagoniste qui, justement, ne peut pas atteindre les récepteurs qui se trouvent dans la moelle et dans le cerveau. Et on a développé la méthylnaltrexone et une deuxième molécule qui est commercialisée ailleurs, et je ne sais pas, peut-être va-t-elle arriver en France, l'albimopan, qui eux sont en fait des molécules qui sont arrangées de telle façon qu'ils ne passent pas la barrière hématoménagée. Donc, quand ils ne passent pas la barrière hématoménagée, ils ne peuvent pas accéder aux récepteurs de la douleur qui interviennent dans les circuits de la douleur, puisque ceux-là, ils se trouvent au niveau spinal et au niveau du cerveau. Et donc, c'est pour ça que nous pouvons faire à nos patients des injections de méthylnaltrexone sans les mettre en sevrage, sans reverser l'action des opiacés. C'est tout simplement parce que ça reste au niveau périphérique. Et cette méthylnaltrexone, on peut aussi l'utiliser pour lever une rétention urinaire sous opiacés. Et j'ai vu dans un autre article aussi qu'il y a des équipes qui l'utilisent dans le prurite sous opiacés. Apparemment, ça marche très bien et bien sûr, pourquoi pas, le principe est toujours le même. Combien de temps ça marche La rémanence, combien de temps sur le prurite ou sur le... J'ai pas d'expérience, mais toi tu en as ? Pas plus. Ça marche uniquement dans les prurites qui sont induits par les opioïdes, ce qui est quand même une énorme prouesse sur le plan diagnostique chez nous, car on a des malades qui ont des cholestases ou qui ont des insuffisances rénales avec des urémies. Donc il faut être très clair en fait sur l'imputabilité du prurite par l'opioïde, ce qui est vraiment pas simple. Ça vaut toujours le coup d'essayer la méthylnaltrexone chez quelqu'un qui a un prurite et voir si c'est efficace ou pas, parce qu'on aura de facto en fait une réponse sur la participation.
de l'opioïde dans la jeunesse du prurite. Le Targinact, donc commercialisé dans tous les pays européens sauf la France, diminuerait donc la constipation sous opiacée. Bon, on a expliqué le principe. J'étais touchée par l'histoire d'une patiente qui a été racontée dans le Journal of Pain and Symptom Management. C'était une patiente qui était sous Targinact à dose stable depuis 21 mois. Tout allait bien, et puis un soir, elle n'a pas eu, elle est tombée en panne, elle n'avait plus de Targinact, donc plus de combinaison oxycodone-naloxone. Donc, elle s'est dit, bah, je prends la même dose d'oxycodone pour une fois. Donc, je pense qu'elle avait 40 mg de Targinact, elle prend 40 mg d'oxycodone. Ah, elle a fait un surdosage sévère. Et en essayant de comprendre ce qui s'était passé, en fait, cette dame, au fur et à mesure de sa maladie, avait détérioré sa fonction hépatique et de plus en plus de naloxone de sa combinaison apparemment a pu arriver dans la circulation générale et contrecarrer une partie de l'oxycodone qu'elle prenait. Et donc, quand elle a pris la même quantité, mais sans cet antagoniste, ben, elle s'est payée un surdosage monstre. Voilà, le genre de choses après qu'on peut rencontrer, je trouvais ça intéressant. Et voilà, nous arrivons au prurite, le truc où les antagonistes des opiacés peuvent nous rendre service. Donc, vous savez tous que dans le prurite cholestatique, nous avons beaucoup d'opioïdes endogènes qui sont apparemment augmentés, ce qui donnerait, ils appellent ça dans les publications anglaises, un tonus opioïde élevé. De façon, par la cholestase, notre sang, notre corps s'enrichit en encéphaline, en opioïdes endogènes. Et dans certaines conditions, on peut utiliser les antagonistes des opiacés pour diminuer ce tonus opioïde et soulager le prurite. On utilise soit la naltrexone, mais à toute petite dose, soit la naloxone, là aussi à toute petite dose pour commencer, genre 200 microgrammes et demi-ampoule par 24 heures, ou encore un quart de comprimé de naltrexone par 24 heures, parce que dans ce cas-là, on peut déclencher un syndrome de sevrage authentique chez un patient qui n'a pas de traitement opiacé. Alors, comment c'est possible? Vous allez comprendre tout de suite. Alors, depuis les années 2000, on sait que le prurite et la douleur, c'est des séries c'est des neurones, des fibres nerveuses qui sont parfaitement séparées. Il y a les fibres nerveuses pour le prurite, donc ici, ça arrive au niveau spinal, et puis le message est transmis au niveau du cerveau, et on a la sensation de prurite. Alors, on sait qu'un prurite, on peut l'antagoniser, entre guillemets, par la douleur. Parce que quand on se gratte, quand on s'afflige une douleur, mais on diminue son prurite. Qu'est-ce qui se passe sur le plan des neurones? Et sur le plan des neurones, quand je me gratte, je provoque de la douleur, et une partie des fibres nerveuses vont aller à un interneurone, je reviens en arrière là, et cet interneurone a une action inhibitrice sur la transmission du prurite. Donc, quand on se gratte, quand on provoque de la douleur, on active cet interneurone, et cet interneurone va diminuer la transmission du message du prurite.
Vous me suivez? Voilà. Alors, quand je mets des opiacés là-dedans, les opiacés, eux, vont bloquer la transmission du message douloureux. Ils vont aussi bloquer la transmission du message vers l'interneurone et ils vont aussi bloquer le message négatif inhibiteur de l'interneurone sur la transmission du prurite. Ce qui fait que dans la situation d'analgésie, en présence d'agonistes opiacés, j'ai souvent un prurite. Quelque chose qu'on connaît bien en clinique. Vous connaissez tous le prurite quand les gens sont sous péridurale ou ont une anesthésie intrathécale. C'est un effet secondaire classique de ce genre d'anesthésie, d'avoir un prurite. Donc le prurite, c'est parce que les opiacés diminuent l'activité des interneurones qui, eux, diminuent la transmission du prurite. Alors, vous avez entendu tout à l'heure qu'en cas de cholestase, nous avons beaucoup d'opiacés endogènes, d'encéphalines qui sont produits probablement par l'accumulation de la bilirubine, sais-je. En tout cas, on a un tonus opiacé élevé. Et sans apporter des opiacés de l'extérieur, dans le corps d'un patient avec une cholestase sévère, on se retrouve dans cette situation-là. Sauf que les opiacés, ce n'est pas des opiacés extérieurs, mais c'est des endomorphines. Et donc, en cas de cholestase, nous avons ce prurite qui est lié au fait que ces interneurones-là sont neutralisés par les endorphines. Voilà. C'est la même chose que ce que j'ai expliqué. Dans le prurite cholestatique, les choses semblent assez claires. Dans le prurite urinique, là, la question n'est pas si simple que ça. Alors, prenons d'abord maintenant encore l'exemple du prurite cholestatique. Si là, je rajoute maintenant à cette situation des antagonistes, je lève, je libère en quelque sorte cet interneurone inhibiteur qui peut de nouveau inhiber la transmission du prurite, et donc du coup le prurite diminue. Vous me suivez? Oui, oui. Mais l'envers de la médaille, c'est que si dans cette situation où j'ai plein un tonus opiacé bien élevé, si je rajoute subitement des antagonistes, je peux déclencher un syndrome de sevrage. Et je ne dirais pas avec une telle conviction, j'ai vécu une fois moi-même, une patiente sans douleur, avec une cholestase et un prurite vraiment terrible. On a mis du naltrexone, un demi-comprimé. Elle était mal, la pauvre femme. Elle avait vraiment un syndrome de sevrage authentique qu'on a déclenché en lui donnant un antagoniste des opiacés. Et elle était bien sûr sans traitement opiacé. Bon, dans le prurite cholestatique, il ne semble pas faire poser trop de questions. Là, c'était juste une histoire clinique. Un homme de 90 ans qui a eu une pneumonie qui était traitée par Citromax et qui a eu
en fait un problème hépatique non réversible avec un ictère cholestatique. Il a eu des antihistamines, de la cholestéramine, des IRSS sans effet. On lui a mis du méthylnaltrexone qui était très efficace. Et du coup, on lui a mis une perfusion de naloxone. La seule chose c'est donc un cas clinique qui est publié dans le Journal of Palliative Medicine. La seule chose qui m'a vraiment frappée, c'est la quantité de naloxone qu'il a eu. Parce que c'est quand même 24 ampoules de naloxone par 24 heures. Une ampoule par heure. Mais j'ai vraiment lu 2 fois, c'est pas moi qui me suis trompée. Il y a aussi un autre souci, c'est que la méthylnaltrexone n'est pas censée passer la barrière électromélangée. Or, ce que je vous expliquais avant, c'est qu'un neuron inhibiteur, il est derrière, il est au niveau de il est protégé normalement. Oui, c'est une très bonne remarque. Bon, manifestement, il y a encore des choses à comprendre. Il est déjà, apparemment... J'ai des amis du Rollistor sur des porites cholestatiques, hein, c'est pour ça. Oui, et avec quel effet? Ça marche ou ça marche pas? Enfin, faut faire une étude, hein, c'est... ça peut marcher. Et quand ça marche combien de temps? J'ai pas le recul derrière. C'est une injection par jour? Ça marche. Après, je sais pas combien de temps il faut, combien de fois il en faut par jour, qu'il faut le remettre le lendemain sur le lendemain. Enfin, c'est... Merci de ne pas conclure. Oui, je ne conclue pas parce que je n'ai pas ce droit. Non, mais c'est vrai, peut-être qu'on se mette à comprendre de tout ça. Alors, dans le pyrite urémique, qui est l'autre challenge qu'on peut rencontrer, les choses sont moins claires. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que le pyrite urémique est peut-être lié à un déséquilibre entre les récepteurs mu qui sont plutôt les récepteurs qui interviennent dans le pyrite et les récepteurs kappa qui interviennent pas ou même sont négatifs pour le pyrite. En tout cas, une des choses que j'ai pu lire, c'est que il y a un récepteur agoniste des récepteurs kappa qui s'appelle nalfurafine, qui a été utilisé dans le pyrite urémique. Ils ont eu une injection IV après chaque séance de dialyse et cette nalfurafine, elle fait mieux pour diminuer le pyrite que le placebo. Juste pour vous dire dans quelle direction on cherche. Donc là, on est dans des agonistes des récepteurs kappa qui pourraient intervenir dans le pyrite urémique. En revenant ici, qui pourrait peut-être renforcer l'action inhibitrice de l'interneurone et ainsi diminuer le pyrite. En tout cas, il y a le traitement du pyrite, il y a une revue de 2010 qui fait le point sur le pyrite urémique. Alors, il y a des études où les antagonistes des récepteurs mu ont bien marché, et puis il y a aussi des études où ça n'a pas du tout marché. Donc, actuellement, les idées ne sont pas très claires là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que de plus en plus, les néphrologues nous appellent au chevet de leurs patients. Là, en 2013, j'ai vu 2 études où on a essayé de traiter le pyrite urémique avec de la sertraline. Sertraline, c'est le Zoloft. Posologie habituelle, c'est 50 à 200 mg par 24 heures quand c'est utilisé dans la dépression. Comme nous avons déjà entendu tout à l'heure, il y a un métabolisme hépatique
mais il n'y a aucune adaptation qui est nécessaire en cas d'insuffisance rénale, même sévère. Donc c'est un médicament qu'on peut utiliser facilement. Et là, c'est une étude sur 20 patients qui avaient une clearance en dessous de 15 ml par minute. Ils ont eu de la sertraline, 25 mg le premier mois, et après on a rajouté par mois 25 mg, donc des toutes petites doses. Ça s'est fini avec des posologies entre 25 et 75 mg. Et voilà l'échelle visuelle du chloride. Ça c'est au début, avant la mise sous sertraline. Et ça c'est au bout de 3 mois ou 4 mois de traitement par sertraline. Alors, dans l'article, on pose la question, quel mécanisme, renforcement des voies inhibiteurs peut-être, ou encore amélioration d'une éventuelle dépression et meilleur mécanisme de copie. Pareil, deuxième étude en 2012, sertraline. Alors, j'aime toujours comment les gens présentent leurs résultats. Alors là, c'est des patients qui ont eu 50 mg, 19 patients immobilisés. Et vous voyez, voilà, en vert, c'est le prurite avant le traitement, et en jaune, c'est le prurite après le traitement. Donc vous voyez que les gens, il y a un shift vers la gauche dans l'appréciation des gens, donc on leur demandait un prurite modéré, fort ou très très fort. Et un article que je peux vous recommander, parce que je suis tombée dessus, que je trouve très complet, très bien, European Guideline en chronique pruritus. Donc là, c'est tout ce qu'on peut faire en cas de prurite cholestatique. Donc les choses qui ont été confirmées dans des études contrôlées. Je vous ai fait la traduction, donc Questran, Déliorsan, Rifadine, Revia, Nalorex, Narcan, Zoloft et thalidomide. Ça, je vais en dire tout à l'heure encore un mot. La thalidomide, c'est peut-être aussi une molécule à laquelle on ne pense pas assez. Et puis, les case reports et les études contrôlées qui ne sont pas concluantes, notamment le Landan-Cetran, ce qui est le Sofren utilisé dans le chloride. Pour le moment, c'est pas clair. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, c'est pas clair. Et là, vous avez la même chose pour le chloride urémique, donc les études contrôlées, les choses dont on sait pas très bien si ça marche ou si ça marche pas, et la naltrexone, donc le point de départ de notre topo, est là-dedans. On ne sait pas encore très bien si ça marche. La sertraline, et on retrouve de nouveau la thalidomide. Et